Shirley de Charlotte Brontë. Chapitre 15. La Pentecôte. Le fonds prospéra. L'exemple de Shirley, les vigoureux efforts des trois recteurs et l'aide efficace, quoique peu remuante, de leurs lieutenants à lunettes, Marianne Henley et Margaret Hall, produisirent une somme importante qui, judicieusement employée, servit à alléger grandement la détresse des pauvres sans travail. Le voisinage semblait devenir plus calme. Depuis 15 jours, on n'avait pas détruit de draps. Aucun attentat contre les fabriques ou contre les demeures des drapiers n'avait été commis dans les trois paroisses. Shirley espérait presque avoir échappé au danger qu'elle avait eu l'intention de conjurer, et que l'orage n'éclaterait pas. Avec l'approche de l'été, elle était certaine que le commerce s'améliorerait, ainsi que cela avait toujours lieu. D'ailleurs, la guerre fatale ne pouvait toujours durer. La paix se ferait un jour, et avec la paix, quelle impulsion serait donnée au commerce ? Tel était le texte des observations qu'elle adressait à son tenancier Gérard Moore toutes les fois qu'elle le rencontrait en un lieu où la conversation était possible. Observations qu'il écoutait fort tranquillement, trop tranquillement pour qu'elle en fût satisfaite. Par son regard impatient, elle s'efforçait alors de tirer autre chose de lui, quelque explication, ou au moins quelques remarques additionnelles. Souriant à sa façon, avec cette expression qui donnait à sa bouche un si remarquable type de douceur, pendant que son front demeurait grave, il répondait que lui-même croyait à la fin de la guerre, que c'était sur ce fond qu'il avait jeté l'ancre de ses espérances et basé ses spéculations. « Car vous savez, continuait-il, que la fabrique de Hollow fonctionne en ce moment entièrement en vue de l'avenir. Je ne vends rien. Il n'est pas de marché pour mes produits. Je me tiens prêt à profiter de la première issue qui s'offrira. Il n'y a que 3 mois. Cela m'était impossible. J'avais épuisé mon crédit et mon capital. Vous savez bien qui est venu à mon secours, de quelle main j'ai reçu le prêt qui m'a sauvé. C'est ce prêt qui m'a mis à même de continuer le jeu hardi que je craignais de ne plus pouvoir jouer. Une ruine totale. Je le sais, suivrai la perte, et le gain est douteux, mais je suis rempli de confiance. Aussi longtemps que je peux être actif, que je peux lutter, aussi longtemps enfin que mes mains ne sont pas liées, il m'est impossible de me laisser abattre. 1 année, non, 6 mois seulement du règne de l'olivier, et je suis sauvé. Car ainsi que vous le dites, la paix donnera une impulsion au commerce. En cela vous avez raison. Mais pour ce qui concerne le rétablissement de la tranquillité dans le voisinage et l'effet permanent de votre fonds de bienfaisance, je doute. L'aumône, jusqu'ici, n'a jamais tranquillisé les classes ouvrières. Elle ne leur a jamais inspiré de reconnaissance. La nature humaine est ainsi faite, et on ne peut la changer. Si les choses étaient ordonnées comme elles devraient l'être, je suppose, ces classes ne seraient pas dans la position d'avoir besoin de ce secours humiliant, et elles sentent cela. Nous le sentirions si nous étions dans la même position. D'ailleurs, pour qui aurait-elle de la reconnaissance ? Pour vous, pour le clergé peut-être, mais non pour nous, propriétaires de fabriques. Elle nous déteste plus que jamais. La désaffection fait partout des progrès. Nottingham est un de leurs quartiers généraux, Manchester un autre, Birmingham un 3e. Les subalternes reçoivent les ordres de leur chef. Ils sont parfaitement disciplinés. Aucun coup n'est frappé sans mûre délibération. Dans les jours de grande chaleur, vous avez pu voir le ciel menacé de l'orage jour par jour. Et cependant, les nuages se dissipaient le soir et le soleil se couchait dans le calme. Mais le danger n'était pas passé. Il était seulement différé. L'orage qui a menacé longtemps éclatera sûrement à la fin. Il y a de l'analogie entre l'atmosphère physique et l'atmosphère morale. Eh bien, monsieur Moore, c'est ainsi que se terminaient toutes ces conférences. Veillez sur vous. Si vous pensez que je vous ai jamais fait quelque bien, récompensez-moi en me promettant de veiller sur vous. Je vous le promets. Je prendrai de moi un soin strict et vigilant. Je désire vivre et non mourir. L'avenir se montre à moi comme un Éden, et lorsque je plonge mes regards dans les profondeurs de mon paradis, j'aperçois une vision, que je préfère à celle des séraphins ou des chérubins, glissée à travers les perspectives lointaines. Vraiment ? Quelle vision, je vous prie ? Je vois, en ce moment, la domestique entra brusquement, apportant le thé.
La première partie du mois de mai, comme on l'a vu, avait été belle, le milieu avait été pluvieux. Mais la dernière semaine, au changement de lune, le temps s'éclaircit de nouveau. Un vent frais balaya les nuages argentés, les chassant vers l'horizon oriental où ils se dissipèrent et disparurent, laissant l'immense voûte derrière eux, pure, azurée et prête pour le règne du soleil d'été. Ce soleil se leva radieux le matin de la Pentecôte. Le rassemblement des écoles fut signalé par un temps splendide. Le mardi de la Pentecôte était le grand jour pour lequel les 2 immenses salles d'école de Briarfield, bâties par le recteur actuel, à peu près entièrement assez frais, furent nettoyées, lavées, repeintes et décorées avec des fleurs et des arbres toujours verts, fournis partie par le jardin du recteur, par le domaine de Fieldhead, qui en avait envoyé 2 voitures, partie par le domaine de Walden, qui en ladre n'en avait fourni qu'une brouette. Dans ces 2 salles, 20 tables, pouvant recevoir chacun 20 convives, furent dressées, entourées de bancs et couvertes de nappes blanches. Au-dessus de ces tables furent suspendues au moins 20 cages contenant le même nombre de canaris, suivant une habitude du district particulièrement chérie du clerc de M. Elstone, qui affectionnait beaucoup les chansons persantes de ces oiseaux, dont le chant n'était jamais plus bruyant qu'au milieu de la confusion des langues. Ces tables, il faut le dire, n'étaient point dressées pour les 1200 élèves qui devaient s'assembler des 3 paroisses, mais seulement pour les patrons et les maîtres des écoles. Le repas des enfants devait avoir lieu en plein air. À 1 heure, les troupes devaient arriver. À 2 heures, elles devaient être passées en revue. Jusqu'à 4 heures, elles devaient parader dans la paroisse. Puis venait le festin, et ensuite le meeting, avec la musique et les discours prononcés dans l'église. Il faut expliquer pourquoi Briarfield était choisi comme point de rendez-vous et scène de la fête. Ce n'était point parce que la paroisse était la plus grande et la plus populeuse, Winbury l'emportait de beaucoup sous ce rapport, ni parce qu'elle était la plus ancienne, car si antique que fussent sa sombre église et sa rectorerie, le temple à basse toiture et le presbytère moussu de Nunneley, cachés tous 2 sous des chaînes séculaires, étaient encore plus âgés. C'était simplement parce que M. Elstone le voulait ainsi, et que la volonté de M. Elstone était plus puissante que celle de M. Boulby ou de Hall. Le premier ne pouvait pas, le second ne voulait pas disputer une question de préséance avec leur frère impérieux et résolu, et il le laissait conduire et gouverner. Ce notable anniversaire avait toujours été un jour d'épreuve pour Caroline, parce qu'elle était forcée alors de se produire en public et de se trouver en face de tout ce qu'il y avait de riche, de respectable, d'influent dans le voisinage, sans autre appui que celui que voulait bien lui accorder l'aimable bienveillance de M. Hall. Obligée d'être en évidence, de marcher en tête de son régiment, en qualité de nièce du recteur et de première maîtresse de sa classe, obligée de préparer le thé à la première table pour une multitude mêlée de gentlemen et de ladies. Et tout cela, sans l'appui d'une mère, d'une tante ou d'un autre chaperon, elle qui était naturellement timide et redoutait la publicité. On comprendra facilement qu'elle dut trembler à l'approche de la Pentecôte. Mais cette année, Shirley serait avec elle, et cela changeait singulièrement l'aspect de l'épreuve. Cela le changeait même totalement. Ce n'était plus une épreuve, c'était un plaisir. Miss Kildare valait mieux à elle seule qu'une légion d'amis ordinaires. Entièrement maîtresse d'elle-même, remplie de vivacité et d'aisance, ayant conscience de son importance sociale et n'en tirant pas vanité, il suffisait de la regarder pour prendre courage. La seule crainte de Caroline était que Shirley ne fût pas ponctuelle. Elle avait souvent l'habitude de se faire attendre, et Caroline savait que son oncle n'attendrait pas une seconde, pour qui que ce fût. Qu'au moment même où l'horloge sonnerait 2 heures, les cloches se feraient entendre et la marche commencerait. Il fallait qu'elle s'assurât donc de l'exactitude de Shirley, afin que sa compagne attendue ne lui fît pas défaut. Le mardi de la Pentecôte vit Caroline lever presque avec le soleil. Elle, Fanny et Élisa furent occupées tout le matin à préparer les chambres de la rectorerie pour recevoir une compagnie choisie et à disposer une collation et des rafraîchissements, du vin, des fruits, des gâteaux, sur la crédence de la salle à manger. Puis elle dut revêtir sa plus belle robe de mousseline blanche. La parfaite beauté du temps et la solennité de l'occasion nécessitaient ce costume. Sa nouvelle robe, un présent que lui avait fait Marguerite Hall le jour de sa fête, et qu'elle avait toute raison de croire achetée par Cyril lui-même, et en retour de laquelle elle lui avait donné une paire de collets en batiste
dans une belle botte, furent attachés par les doigts habiles de Fanny, qui prit un grand plaisir à parer sa jolie maîtresse pour cette occasion. Son simple bonnet avait été fait pour aller avec la robe. Sa jolie et peu coûteuse écharpe de crêpe blanc s'harmoniait parfaitement avec le reste de la toilette. Lorsqu'elle fut prête, elle offrit un tableau qui n'était pas assez brillant pour éblouir, mais qui était assez joli pour intéresser, qui ne frappait point par son éclat, mais qui plaisait par sa délicatesse. Un tableau dans lequel la douceur du ton, le pittoresque et la grâce de la mine compensaient l'absence de riches couleurs et de magnifiques contours. Ce que son œil brun et son front serein montraient de son âme était en rapport avec son vêtement et avec son visage modeste, doux, et quoique rêveur, harmonieux. Ni l'agneau, ni la colombe ne la devaient redouter. Ils pouvaient saluer au contraire dans son air de simplicité et de douceur une conformité avec leur propre nature ou avec la nature que nous leur attribuons. Après tout, c'était une imparfaite et défectueuse créature humaine, assez belle de forme, de teint et d'accoutrement. Mais comme le disait Cyril Hall, elle n'était ni si bonne ni si grande que la vieille et sèche Miss Henley, qui en ce moment mettait sa meilleure robe noire, son châle de quakeresse et son chapeau dans la chambre étroite de son cottage. Caroline se dirigea, en traversant les champs les plus écartés et les pelouses les plus cachées, du côté de Field Head. Elle glissait rapidement sous les haies vertes et à travers les prairies plus vertes encore. Il n'y avait ni poussière ni humidité pour souiller l'ourlet de sa robe blanche ou mouiller sa légère chaussure. Les dernières pluies avaient tout lavé. Le soleil qui brillait alors avait tout séché. Elle marchait sans crainte sur les pâquerettes et sur le gazon et à travers les épaisses plantations. Elle arriva à Field Head et pénétra dans la chambre de toilette de Miss Kildare. Elle avait bien fait de venir, où Shirley fut arrivée trop tard. Au lieu de s'apprêter en toute hâte, elle était étendue sur un lit de repos, occupée à lire. Mistress Prior, debout à côté d'elle, la pressait vainement de se lever et de s'habiller. Caroline ne perdit pas de temps en paroles. Elle s'empara du livre et de ses propres mains commença l'opération de la toilette. Shirley, que la chaleur rendait encore plus indolente et gaie de sa jeune et joyeuse nature, voulait parler, rire et s'amuser. Mais Caroline, qui voulait arriver à l'heure, persévéra à l'habiller aussi vite que ses doigts pouvaient attacher des cordons ou piquer des épingles. À la fin, comme elle achevait de réunir une rangée d'agrafes et d'œillets, elle trouva le loisir de la gronder, lui disant que c'était fort mal à elle d'avoir si peu d'exactitude, qu'elle ressemblait en ce moment même à l'image de la nonchalance, ce qui était vrai. Mais c'était au moins une fort aimable figure de cette élégante déité, née de la richesse et du loisir. Shirley offrait un frappant contraste avec Caroline. Il y avait du style dans chaque pli de ses vêtements, dans chaque ligne de son visage. La riche étoffe de soie l'habillait mieux qu'un costume plus simple. L'écharpe richement brodée lui allait à merveille. Elle la portait négligemment, mais avec grâce. La guirlande qui ornait son chapeau faisait un excellent effet. Chaque ornement était à la place que le goût et la mode lui assignaient. L'ensemble de la mise était en harmonie parfaite avec le franc éclat de ses yeux, le sourire un peu satirique qui se jouait sur ses lèvres, son port droit et ferme et son pas léger. Caroline lui prit la main lorsqu'elle fut habillée, la fit descendre rapidement, et elles se mirent à courir en riant à travers les champs, semblables à une blanche colombe et un oiseau de paradis, aux vives et brillantes couleurs associées dans leur volée commune. Grâce à la promptitude de Miss Elstone, elles arrivèrent en temps opportun. Pendant que les arbres leur dérobaient encore l'église, elles entendirent les cloches sonner un appel mesuré, mais pressant. On entendait déjà distinctement le bruit des pas, le murmure des voix. D'un tertre élevé, elles apercevaient sur la route de Winbury l'école de Winbury qui approchait. Elle se composait de 500 âmes. Le recteur et le vicaire, Boulby et Dawn, étaient en tête, le premier marchant, comme il convient à un prêtre bénéficiaire, sous le dais d'un large chapeau, avec la dignité d'une ample corpulence embellie par le plus carré et le plus vaste des habits noirs, et s'appuyant sur la plus solide des cannes à pommes d'or. En marchant, le docteur brandissait de temps à autre légèrement sa canne et inclinait son large chapeau d'une façon dogmatique vers son aide de camp. Cette aide de camp, c'est-à-dire Dawn,
Étroit si l'on comparait sa stature avec la large corpulence de son principal, s'efforçait néanmoins de paraître tout à fait un vicaire. Tout chez lui dénotait l'impertinence et la bonne opinion de lui-même, depuis son nez en trompette et son menton relevé jusqu'à ses cléricales guêtres noires, ses culottes sans bretelles et ses souliers à pointe carrée. « Allez, monsieur Daune, vous venez de subir un minutieux examen. Vous avez une excellente opinion de vous-même, mais que les 2 figures blanches et roses qui vous surveillent du haut de la colline là-bas pensent comme vous, c'est une autre question. » Ces 2 figures descendent en courant, aussitôt que le régiment a passé. Le cimetière est rempli d'élèves et de maîtres, tous dans leurs plus beaux habits du dimanche. Et dans un district si malheureux, dans des temps si mauvais, il est étonnant qu'ils soient parvenus à s'habiller d'une façon si décente, si élégante même. Cet amour de la décence chez les Anglais peut produire des miracles. La pauvreté qui réduit une fille irlandaise au haillon est impuissante à dépouiller la fille anglaise de la garde-robe qu'elle sait être indispensable à sa dignité. En outre, la dame du manoir, cette Shirley, qui regarde avec plaisir cette foule bien habillée et heureuse, n'est pas étrangère à ce bien-être. Sa libéralité opportune a consolé plus d'une pauvre famille qui voyait avec terreur s'approcher les jours de fête, et fournit à plus d'un enfant un habit et un chapeau pour la circonstance. Elle le sait, et elle s'en réjouit. Elle est satisfaite que son argent, son exemple, son influence ait été réellement de quelque utilité à ses semblables. Elle ne peut être charitable à la manière de Miss Henley, cela n'est pas dans sa nature. Elle est heureuse de voir qu'il y a une autre manière d'exercer la charité, praticable pour d'autres caractères et dans d'autres circonstances. Caroline aussi est satisfaite, car elle aussi a fait du beau dans la mesure de ses moyens. Elle s'est dépouillée de plus d'un vêtement, d'un ruban ou d'un collet dont elle pouvait difficilement se passer, pour subvenir à l'habillement des élèves de sa classe. Et comme elle n'avait point d'argent à donner, elle a suivi l'exemple de Miss Henley en donnant son temps et son industrie et en cousant pour les enfants. Non seulement le cimetière est rempli, mais le jardin du recteur est couvert aussi d'une foule compacte. Des couples et des compagnies de ladies et de gentlemen se promènent au milieu des lilas et des laburnes. La maison aussi est occupée. Aux fenêtres ouvertes se tiennent des groupes joyeux. Ce sont tous les patrons et les maîtres qui doivent grossir la procession. Dans le petit enclos de la paroisse, derrière la rectorerie, sont les musiciens des 3 paroisses, avec leurs instruments. Fanny et Elisa, vêtues de la plus piquante façon et avec des tabliers d'une blancheur éblouissante, parcourent leurs rangs, leur servant des quarts d'ale, dont une provision a été brassée dans les meilleures conditions, d'après les ordres du recteur et sous sa surveillance spéciale. Toutes les fois qu'il mettait la main à quelque affaire, elle devait être dirigée parfaitement. Il ne sanctionnait aucune dépense inutile ou inefficace. Depuis l'érection d'un bâtiment public, d'une église, d'une école ou d'une maison de justice, jusqu'à la cuisson d'un dîner, il était le partisan des choses libéralement et princièrement faites. Miss Kildare lui ressemblait en cela, et ils s'approuvaient mutuellement. Caroline et Shirley ne tardèrent pas à se mêler à la société. La première montra une aisance qu'elle n'avait pas d'habitude. Au lieu de s'asseoir dans un coin ou de se retirer dans sa chambre jusqu'à ce que la procession fût passée en revue, comme elle avait coutume de faire, elle se mit à parcourir les salles, souriant et adressant la parole à l'un et à l'autre, en se montrant une toute autre créature. C'était à la présence de Shirley qu'elle était redevable de cette transformation. La vue de l'air et des manières de Miss Kildare lui avait fait un bien immense. Shirley n'avait aucune crainte de ses semblables, aucune tendance à s'éloigner d'eux et à les éviter. Tous êtres humains, hommes, femmes, enfants, que leur manque d'éducation ou leur présomption grossière ne rendait pas positivement insupportables, étaient également les bienvenus auprès d'elle. Cette disposition la faisait aimer de tout le monde, car elle dépouillait sa raillerie même de son aiguillon, et donnait à sa conversation sérieuse ou enjouée un charme tout particulier. Elle ne diminuait toutefois en rien la valeur de son amitié intime, qui était chose tout à fait distincte de sa bienveillance sociale, et dépendait d'une toute autre partie de son caractère. Miss Elstone était le choix de son affection et de son intelligence. Les Mrs. Pearson, Sykes et Wine ne faisaient que profiter de sa bonne nature et de sa vivacité. Dawn vint par hasard dans le salon, pendant que Shirley, assise sur le sofa, formait le centre d'un groupe assez important.
Elle avait déjà oublié l'exaspération à laquelle elle s'était laissée aller contre lui. Elle le salua et lui sourit gracieusement. Le caractère de l'homme apparut alors clairement. Il ne sut point décliner l'avance avec dignité, comme quelqu'un dont la juste susceptibilité a été blessée, ni l'accepter avec franchise, comme quelqu'un qui est content d'oublier et de pardonner. Sa punition ne lui avait infligé aucun sentiment de honte, et il n'était pas assez vigoureux dans le mal pour que sa méchanceté prît un caractère actif. Il passa simplement avec un air pusillanime et renfrogné. Rien ne put, dans la suite, le réconcilier avec son ennemi, et des mortifications plus dures et plus ignominieuses furent impuissantes à éveiller la passion du ressentiment dans sa lymphatique nature. « Il ne valait pas que je lui fisse une scène, » dit Shirley à Caroline. « Combien j'ai été folle! Punir le pauvre Dawn pour son stupide mépris du Yorkshire, autant eût valu écraser un moucheron s'attaquant à la peau d'un rhinocéros. Si j'avais été un homme, je crois que je l'aurais jeté de vive force à la porte. Je suis contente de ne m'être servie que de la force morale, mais qu'il ne m'approche plus. Je ne l'aime pas, il m'irrite. Il n'y a pas même d'amusement à tirer de lui. Sous ce dernier rapport, je préfère Malone. » Il sembla que Malone voulût justifier la préférence, car ces paroles étaient à peine prononcées que Pierre-Auguste arriva en grande tenue, ganté et parfumé, avec ses cheveux huilés et brossés à la perfection, et portant à la main un énorme bouquet de roses qu'il présenta à l'héritière avec une grâce qui eût défié le plus habile crayon. Et qui eût osé, après cela, dire que Pierre n'était pas galant pour les dames? Il avait cueilli et offert des fleurs, il avait déposé un sentimental et poétique tribut sur l'autel de l'amour, ou de Mammon. Hercule tenant la quenouille ne représentait que faiblement Pierre offrant des roses. C'est ce qu'il pensa sans doute lui-même, car il demeura étonné de ce qu'il venait de faire. Il se retira, sans prononcer un mot. Il s'en allait en se félicitant intérieurement, lorsqu'il lui vint à l'idée de se retourner pour s'assurer s'il avait bien réellement présenté le bouquet. Oui, les 6 roses étaient bien là, sur le tablier de satin pourpre, tenu par une main blanche dont les doigts effilés étaient ornés d'anneaux d'or. Sur elle flottaient des boucles de cheveux cachant à moitié une figure riante. Seulement cachant à moitié. Pierre vit le rire. Il n'y avait pas à s'y tromper. On riait de sa galanterie. Sa conduite chevaleresque était un sujet de plaisanterie. Pour un jupon. Pour 2 jupons. Car Miss Elstone riait aussi. Pierre devint sombre comme le nuage qui recèle la foudre. Lorsque Shirley leva la tête, un œil farouche était attaché sur elle. Malone, du moins, avait assez d'énergie pour haïr. Elle put s'en convaincre à son regard. « Pierre veut une scène, et il l'aura un jour, s'il la cherche, » murmura-t-elle à l'oreille de son amie. En ce moment, plus solennels et plus sombres par la couleur de leurs vêtements que par leur visage, les 3 recteurs apparurent sur la porte de la salle à manger. Jusqu'alors, ils avaient été occupés à l'église, et ils venaient prendre quelques rafraîchissements avant que la marche commençât. La large chaise couverte de maroquin avait été laissée vacante pour le docteur Boulby. Il s'y assit, et Caroline, suivant les instructions de Shirley, qui lui dit que le temps était venu de jouer son rôle d'hôtesse, s'empressa d'offrir au vaste, révéré, et surtout très digne ami de son oncle, un verre de vin et une assiette de macarons. Les sacristains de Boulby, tous 2 patrons de l'école du dimanche, étaient déjà à côté de lui. Mistress Sykes et les autres ladies de sa congrégation se tenaient à sa droite et à sa gauche, lui exprimant leurs espérances qu'il n'était pas trop fatigué, leur crainte que la chaleur du jour ne fût trop grande pour lui. Mistress Boulby, qui avait coutume de dire que lorsque son époux et seigneur s'endormait après un bon dîner, son visage ressemblait à celui d'un ange, était là, penchée sur lui, essuyant tendrement sur son front une sueur réelle ou imaginaire. Boulby, enfin, était dans sa gloire, et d'une pleine voix de poitrine distribuait autour de lui des remerciements pour les attentions dont il était l'objet, et des assurances sur l'état tolérable de sa santé. Il ne fit aucune attention à Caroline lorsqu'elle s'approcha de lui, excepté pour prendre ce qu'elle lui offrait. Il ne la vit pas. Il ne la voyait jamais. Il savait à peine qu'une telle personne existât.
Il vit les macarons néanmoins, et comme il aimait fort les sucreries, il en prit une légère poignée. Quant au vin, mistress Booby voulut absolument y ajouter de l'eau chaude, du sucre et de la muscade. Monsieur Hall se tenait debout près d'une fenêtre ouverte, respirant l'air et le parfum des fleurs, et causant comme un frère avec Miss Henley. Caroline tourna vers lui ses attentions avec plaisir. Que lui apporterait-elle ? Il ne voulut point se servir lui-même, mais être servi par elle, et elle se pourvut d'un petit plateau, afin de lui pouvoir offrir de la variété. Marguerite Hall les joignit, puis Miss Kildare. Les 4 ladies entouraient leur pasteur favori. Elles aussi s'imaginaient regarder le visage d'un ange terrestre. Cyril Hall était leur pape, pour elles, aussi infaillible que le docteur Thomas Boulby l'était pour ses admirateurs. Une foule aussi environnait le recteur de Briarfield. Plus de 20 personnes se pressaient autour de lui, et jamais curé n'avait été plus puissant dans un cercle que le vieux Elstone. Les vicaires, attroupés à leur manière, formaient une constellation de 3 planètes inférieures. Quelques jeunes ladies les regardaient de loin, mais ne s'aventuraient pas à les approcher. M. Elstone tira sa montre et annonça à haute voix. 2h moins 10 minutes. C'est l'heure pour tout le monde de se mettre en ligne. Allons. Il saisit son large chapeau et sortit. Tous se levèrent et suivirent en masse. Les 1200 enfants furent divisés en 3 corps de 400 chacun. À l'arrière-garde de chaque régiment stationnait une bande de musiciens. Entre chaque vingtaine était un intervalle dans lequel Elstone plaça les maîtres 2 à 2. L'avant-garde des 3 armées fut ainsi composée. Grace Boulby et Mary Sykes pour Winbury, Marguerite Hall et Marianne Henley pour Nunneley, Caroline Elstone et Shirley Kildare pour Briarfield. Puis M. Elstone commanda M. Dawn à Winbury, M. Sweeting à Nunneley, M. Malone à Briarfield. Et les 3 vicaires s'avancèrent devant les généraux en jupons. Les recteurs se placèrent à l'extrême avant-garde, les clercs de la paroisse à l'extrême arrière-garde. Elstone agita son chapeau. En un instant s'ébranlèrent les 8 cloches de la tour. Les orchestres retentirent, le clairon répondit à la flûte, les tambours firent entendre leur roulement, et les armées se mirent en marche. La route déroulait sa large voie blanche devant la longue procession. Le soleil brillait dans un ciel sans nuages, le vent agitait doucement les feuilles des arbres. Les 1200 enfants et les 150 adultes qui composaient les 3 armées marchaient au pas et au son de la musique, le visage joyeux et le cœur content. C'était une belle scène, et qui faisait plaisir à voir. C'était un jour de bonheur pour le riche et pour le pauvre. L'œuvre de Dieu d'abord, puis celle du clergé. Rendons justice aux prêtres d'Angleterre. C'est une corporation qui laisse à désirer sous quelques rapports. Ils sont de chair et de sang, comme nous. Mais le pays serait dans un triste état sans eux. La Grande-Bretagne regretterait son Église, si cette Église venait à tomber. Que Dieu la conserve, que Dieu aussi la réforme. Chapitre 16. Le festin des écoles. Elle n'allait pas au combat. Elle ne marchait pas à la rencontre de l'ennemi, cette armée commandée par des prêtres et par des femmes. Et cependant, sa musique jouait des airs guerriers, et à en juger par les yeux et l'attitude de quelques-uns, de Miss Kildare par exemple, ces airs éveillaient un esprit sinon martial, du moins plein d'ardeur. Le vieux Elstone, se retournant par hasard, aperçut le visage de Shirley et ne put retenir un rire qu'elle comprit et qu'elle partagea. « Il n'y a aucune bataille en perspective, » dit-il. « Notre pays n'a pas besoin que nous combattions pour lui. Aucun ennemi ou tyran ne met en question ou ne menace notre liberté. Il n'y a rien à faire. Nous exécutons seulement une promenade. Serrez les rênes, capitaine, et comprimez le feu de cette ardeur. Nous n'en avons pas besoin. Et c'est tant pis. » « Gardez votre avis, docteur, » répondit Shirley. Puis elle murmura à Caroline. « Je veux emprunter à l'imagination ce que la réalité ne me donnera pas. Nous ne sommes pas des soldats. Le carnage n'est point mon désir. Ou si nous en sommes, nous sommes soldats de la croix. Je veux m'imaginer que le temps a remonté de quelques siècles en arrière et que nous accomplissons un pèlerinage en Palestine. Mais non, cela n'est pas suffisant. J'ai besoin d'un rêve plus sombre. Nous sommes des Lowlanders d'Écosse, suivant un capitaine du Covenant en haut des montagnes, pour tenir un meeting hors de l'atteinte des soldats, des persécuteurs.
Nous savons que la bataille peut suivre la prière, et comme nous croyons que dans la plus fâcheuse issue du combat, le ciel doit être notre récompense, nous sommes prêts à rougir volontiers le sol de notre sang. Cette musique remue mon âme. Elle éveille toute ma vie. Elle fait battre mon cœur, non avec son pouls tempéré de chaque jour, mais avec une nouvelle et pénétrante vigueur. Je désire presque avoir un danger à affronter, une foi, une patrie, ou au moins un bien-aimé à défendre. « Regardez, Shirley, interrompit Caroline. Quelle est cette tache que l'on aperçoit au sommet de la hauteur de Silbro? Vous avez meilleure vue que moi. Tournez donc de ce côté votre œil d'aigle. Miss Kildare regarda. Je vois, dit-elle, puis elle ajouta aussitôt. Il y a une ligne rouge. Ce sont des soldats, des cavaliers, dit-elle vivement. Ils vont au galop. Ils sont 6. Ils vont passer près de nous. Non, ils ont tourné à droite. Ils ont vu la procession et ils l'évitent en faisant un détour. Où vont-ils? Peut-être ne font-ils qu'exercer leurs chevaux? Peut-être bien. Nous ne les voyons plus maintenant. Ici, M. Elstone éleva la voix. Nous allons passer à travers Royd Lane, afin d'arriver plutôt à Nunneley par la traverse, dit-il. Et en conséquence, l'armée s'engagea dans le défilé de Royd Lane. Ce défilé était fort étroit, si étroit que 2 seulement pouvaient passer de front sans tomber dans le fossé qui le bordait de chaque côté. On était arrivé au milieu quand un mouvement d'excitation se manifesta parmi les commandants. Les lunettes de Boulby et le large chapeau d'Elstone s'agitèrent, et les vicaires se firent des signes. M. Hall se tourna en souriant vers les ladies. « Qu'y a-t-il donc » lui fut-il demandé. Il étendit son bâton vers l'extrémité du défilé devant eux. Une seconde procession, une procession d'un autre genre, s'engageait aussi dans le défilé, conduite également par des hommes vêtus de noir et suivie, ainsi qu'on pouvait l'entendre, par de la musique. « Est-ce que ce serait l'ombre de la nôtre » demanda Shirley. « Si vous désirez une bataille, vous êtes à peu près certaine de la voir, au moins une bataille de regard, » murmura en riant Caroline. « Ils ne passeront pas, » s'écrièrent unanimement les vicaires. « Nous ne céderons pas. »« Céder » répondit Elstone sévèrement, se tournant vers eux. « Qui parle de céder? Vous, garçons, pensez à ce que vous avez à faire. Les ladies, je le sais, seront fermes. Je peux compter sur elles. Il n'y a pas ici une femme dévouée à l'Église qui ne soit disposée à soutenir la lutte contre ces gaillards-là, pour l'honneur de l'établissement. Qu'en dit Miss Kildare? Elle demande ce que c'est. Les écoles des dissidents et des méthodistes, les baptistes, les indépendants, les wesleyens, réunis dans une alliance impie et s'engageant à dessein dans le défilé pour obstruer notre marche et nous faire reculer. Mauvais procédé, dit Shirley, et je hais les mauvais procédés. Ils méritent assurément une leçon. Une leçon de politesse, suggéra M. Hall, qui était toujours pour la paix, non un exemple de violence. Le vieux Elstone se mit en marche, hâtant le pas. Il marcha un peu en avant de sa compagnie. Il avait presque joint les autres chefs noirs quand celui qui paraissait agir comme le commandant en chef de l'armée hostile, un gros et gras personnage à cheveux noirs lissés sur le front, commanda une halte. La procession s'arrêta. Il tira un livre d'hymnes, désigna le verset, donna le ton, et tous entonnèrent avec ensemble le plus douloureux des cantiques. Elstone fit signe à ses musiciens. Ils éclatèrent avec toute la puissance des cuivres. Il leur commanda de jouer le Rule Britannia et ordonna aux enfants d'accompagner vocalement, ce qu'ils firent avec une ardeur enthousiaste. L'ennemi fut foudroyé, son psaume interrompu. Sous le rapport du bruit, il était terrassé. « Maintenant, suivez-moi » s'écria Elstone. « Non à la course, mais d'un pas ferme et vif. Soyez fermes, enfants et femmes, soutenez-vous les uns les autres. Tenez-vous par les pans de vos vêtements si c'est nécessaire. » Et il marcha en avant d'un pas si roide et si déterminé, et il fut en outre aussi bien secondé par les écoliers et leurs maîtres, qui firent exactement ce qu'il leur avait dit, et marchèrent avec une ferme et solide impétuosité. Par les vicaires aussi, forcés de faire de même, placés qu'ils étaient entre deux feux, Elstone et Miss Kildare, qui tous deux surveillaient toute déviation avec une vigilance de lynx, et étaient prêts, l'un avec sa canne, l'autre avec son parasol, à réprimer la plus légère infraction aux ordres, que les dissidents furent d'abord étonnés puis alarmés. Ils reculèrent et se pressèrent en arrière, et à la fin, ils furent forcés de tourner les talons et de laisser libre le défilé de Royd Lane.
Boulby souffrit un peu dans la mêlée, mais Elstone et Malone le soutinrent entre eux, et il sortit de la bagarre avec tous ses membres, mais avec une respiration quelque peu gênée. Le gras dissident qui avait entonné l'hymne fut laissé assis dans le fossé. C'était un marchand de spiritueux, un chef de non-conformistes, et l'on dit qu'il but plus d'eau dans cet après-midi qu'il n'en avait avalé pendant les 12 mois précédents. M. Hall avait pris soin de Caroline, et Caroline de lui. Miss Kildare et M. Elstone se pressèrent cordialement les mains lorsqu'ils eurent glorieusement fait passer toute l'armée à travers le défilé. Les vicaires commençaient à triompher, mais M. Elstone mit un frein à leur innocente ardeur. Il leur fit observer qu'ils n'avaient jamais eu le bon sens de savoir ce qu'ils devaient dire et qu'il ferait mieux de retenir leur langue. Il leur rappela qu'ils n'avaient été pour rien dans la conduite de l'affaire. Vers 3h30, la procession se retourna, et à 4h, elle était arrivée à son point de départ. De longues lignes de bancs furent placées dans les champs, récemment fauchés, autour de l'école. Les enfants s'y assirent, et d'énormes paniers couverts de linge blanc et de vases d'étain fumants furent apportés. Avant la distribution des mets, un court bénédicité fut prononcé par M. Hall et chanté par les enfants. Ces jeunes voix retentissant ainsi en plein air étaient mélodieuses et même touchantes. De larges gâteaux et du thé chaud et bien sucré furent distribués avec la plus grande libéralité. Aucune limite n'était posée, pour ce jour du moins. La règle était que chaque enfant reçût au moins 2 fois autant qu'il pouvait manger, afin qu'il lui restât une réserve qu'il pût emporter à la maison, pour ceux auxquels l'âge, la maladie ou d'autres empêchements n'avaient pas permis de venir au festin. Des gâteaux et de la bière circulaient aussi parmi les musiciens et les chantres d'église. Plus tard, les bancs furent enlevés et tous purent se livrer sans contrainte à leur jeu. Une cloche appela les maîtres, les patrons et les patronesses dans la salle d'école. Miss Kildare, Miss Elstone et plusieurs autres ladies étaient déjà là, examinant l'arrangement de leurs différents services et de leurs tables. Une grande partie des domestiques femelles du voisinage, avec les femmes des chantres, des clercs et des musiciens, avaient été mises en réquisition pour le service de ce jour. Toutes avaient mis leurs plus frais atours, et parmi les plus jeunes, il y en avait de fort jolis. Une dizaine était occupée à couper le pain et le beurre, une autre dizaine à apporter l'eau prise aux chaudières de la cuisine du recteur. La profusion des fleurs et de la verdure qui décoraient les murs, l'éclat des théières d'argent et de la porcelaine qui couvraient les tables, l'activité qui régnait de toutes parts, les visages joyeux, les toilettes brillantes, tout cela formait un aimable et réjouissant spectacle. Tout le monde parlait, non très haut, mais joyeusement, et les canaris faisaient entendre dans leur cage leurs chants les plus aigus. Caroline, en qualité de nièce du recteur, prit place à l'une des 3 premières tables. Mistress Boulby et Marguerite Hall présidaient aux 2 autres. C'est à ces tables que devait se placer l'élite de la réunion, les strictes règles de l'égalité n'étant pas plus pratiquées à Briarfield qu'ailleurs. Miss Elstone se débarrassa de son chapeau et de son écharpe, afin d'être moins incommodée par la chaleur. Les longues boucles de ses cheveux, retombant sur son cou, lui tenaient presque lieu de voile, et sa robe de mousseline, d'une coupe modeste si presque semblable à celle d'une religieuse, la dispensait de s'encombrer d'un châle. La salle se remplissait. M. Hall avait pris son poste à côté de Caroline, qui, tout en terminant l'arrangement des tasses et des cuillères, lui faisait à voix basse des remarques sur les événements du jour. Il paraissait un peu préoccupé de ce qui était arrivé à Royd Lane, et elle s'efforçait de le distraire. Miss Kildare était assise près d'eux. Chose étonnante, elle ne parlait ni ne riait. Au contraire, elle était fort calme, et portait autour d'elle des regards vigilants. Elle semblait craindre que quelque intrus ne s'emparât d'une place demeurée vide à côté d'elle, et qu'elle réservait bien évidemment à quelqu'un. De temps à autre, elle étalait sa robe de satin sur cette place réservée, où y déposait ses gants ou son mouchoir brodé. Caroline s'aperçut enfin du manège et lui demanda quelle amie elle attendait. Shirley se pencha vers elle, effleura presque son oreille de ses lèvres roses et murmura, avec cette douceur que prenait sa voix, lorsque ce qu'elle avait à dire était de nature à éveiller quelque source secrète de plaisir dans son cœur. « J'attends monsieur Moore. Je le vis hier soir, et lui fis promettre de venir avec sa sœur et de prendre place à notre table. Il ne me manquera pas de parole, j'en suis sûre, mais je crains qu'il n'arrive trop tard et ne soit séparé de nous.
Voici une nouvelle fournée qui entre. Toutes les places vont être prises. C'est insupportable. » Et en effet, M. Wine, le magistrat, sa femme, son fils et ses 2 filles firent en ce moment leur entrée solennelle. Ils faisaient partie de l'aristocratie de Briarfield. Leur place était marquée à la première table. Ils y furent conduits et remplirent tout l'espace demeuré vacant. Pour l'agrément de Miss Kildare, M. Sam Wine s'empara de la place réservée à M. Moore, se plantant résolument sur sa robe, sur ses gants et sur son mouchoir. M. Sam était l'un des objets de son aversion, d'autant plus qu'il affichait de sérieuses prétentions à sa main. Le vieux gentleman, aussi, avait publiquement déclaré que le domaine de Fieldhead et celui de Walden étaient délicieusement contagieux, ce que la rumeur publique n'avait pas manqué de répéter à Shirley. Les oreilles de Caroline teintaient toujours de ce vibrant murmure. « J'attends Monsieur Moore », qui faisait encore battre son cœur et colorait ses joues, lorsque les notes de l'orgue éclatèrent sur le bruit confus de l'assemblée. Le docteur Boulby, M. Elstone et M. Hall se levèrent. Tout le monde les imita. Le bénédicité fut chanté avec accompagnement de musique, et le thé commença. Caroline était trop occupée de son office pour avoir le temps de regarder autour d'elle. Mais, la dernière tasse remplie, elle jeta un regard inquiet à travers la salle. Plusieurs gentlemen et plusieurs ladies demeuraient encore debout et n'avaient point de siège. Au milieu d'un groupe, elle reconnut sa vieille amie, Miss Mann, que le beau temps et quelques sollicitations avaient déterminée à quitter sa triste solitude pour jouir de quelques heures de plaisir. Miss Mann semblait fatiguée de se tenir debout. Une lady en chapeau jaune lui apporta une chaise. Caroline reconnut ce chapeau jaune. Elle reconnut les cheveux noirs, la figure bienveillante, quoique renfrognée, que surmontait ce chapeau. Elle reconnut la robe de soie noire et même le châle gris de lin. Enfin, elle reconnut Hortense Moore, et elle eut l'idée de franchir tous les obstacles, de courir à elle et de l'embrasser, de lui donner un baiser pour elle et 2 pour son frère. Elle se leva même à moitié, avec une exclamation étouffée et peut-être, car l'impulsion était violente, se serait-elle précipitée à travers la chambre, si une main ne l'eût retenue sur sa chaise, et si une voix derrière elle ne lui eût murmuré « Attendez après le thé, Lina, et je l'amènerai vers vous. » Et aussitôt qu'elle put de nouveau lever les yeux, elle regarda. Robert lui-même était là, non loin d'elle, qui souriait à son ardeur. Il lui parut mieux qu'elle ne l'avait jamais vu. Il sembla même si beau à ses yeux fascinés qu'elle n'osa pas hasarder un second coup d'œil, car cette image éblouit son regard d'un éclat douloureux et s'imprima dans sa mémoire comme si elle eût été daguerréotypée par un rayon de l'éclair. Il s'avança et parla à Shirley, qui, irritée par quelques attentions importunes de Sam Wine, et parce que ce gentleman demeurait assis sur ses gants et sur son mouchoir, et probablement aussi par le manque de ponctualité dont Moore s'était rendu coupable, n'était rien moins que de bonne humeur. Elle haussa d'abord les épaules, puis lui lança 1 ou 2 mots amers sur son insupportable lenteur. M. Moore ne répliqua, ni ne s'excusa. Il s'assit tranquillement à côté d'elle, comme s'il attendait qu'elle fût calmée, ce qu'elle fit en moins de 5 minutes. Elle lui offrit sa main, qu'il prit avec un sourire moitié grondeur, moitié reconnaissant. Un imperceptible mouvement de tête marquait distinctement la première qualité de ce sourire. Il est probable qu'une aimable pression de main exprimât la seconde. « Vous allez vous asseoir où vous pourrez maintenant, monsieur Moore, » dit Shirley, souriant aussi. « Vous voyez qu'il n'y a pas un pouce de place pour vous ici. Mais je vois un espace vide à la table de monsieur Boulby, entre Miss Armitage et Miss Pertwhistle. Allez, John Sykes sera votre vis-à-vis, et vous nous tournerez le dos. » Cependant, Moore préféra rester où il était. De temps à autre, il faisait le tour de la grande table, s'arrêtant pour saluer d'autres gentlemen qui, comme lui, étaient sans place, mais il revenait toujours vers son aimant, Shirley, apportant avec lui des observations qu'il était nécessaire de lui murmurer à l'oreille. Pendant ce temps, le pauvre Sam Wine semblait loin d'être à son aise. Sa jolie voisine, à en juger par ses mouvements, paraissait d'une humeur peu égale et peu accommodante. Elle ne restait pas tranquillement assise pendant 2 secondes de suite. Elle avait chaud, elle faisait jouer son éventail, se plaignait du manque d'air et d'espace.
Elle faisait hautement la remarque que, dans son opinion, lorsque les gens avaient fini de prendre le thé, ils devaient quitter la table, et annonçait qu'elle allait se trouver mal, si l'état des choses continuait. Monsieur Sam lui offrit de l'accompagner dehors, vrai moyen de lui faire prendre un rhume mortel, dit-elle. Bref, son poste n'était plus tenable, et après avoir avalé son quantum de thé, il jugea à propos d'évacuer la place. Moore eût dû être prêt à s'en emparer, tandis qu'il se trouvait à l'autre bout de la salle, en profonde conférence avec Christophe Sykes. Un grand marchand de grains, Timothy Ramsden-esque, qui se trouvait plus rapproché et était fatigué d'être debout, s'avança pour s'emparer de la place vacante. Mais les expédients de Shirley ne lui firent pas défaut. Un mouvement de son écharpe renversa la théière, dont le contenu se répandit parti sur l'endroit du banc demeuré vacant, et parti sur sa robe de satin. Il fallut appeler un garçon pour réparer le malheur. Monsieur Ramsden, gentleman gros et bouffi, dont la personne était aussi vaste que la fortune, se retira aussitôt. Shirley, ordinairement d'une indifférence coupable pour les petits accidents affectant la toilette, s'agita d'une façon qui eût fait honneur à la plus nerveuse lady. Monsieur Ramsden ouvrit la bouche, se recula lentement, et comme Miss Kildare menaçait de se laisser aller et de tomber en pâmoison à l'endroit même, il tourna sur ses talons et opéra une lourde retraite. Moore revint enfin, examinant avec calme le brouhaha et souriant malicieusement de la contenance énigmatique de Shirley. Il fit à part soi la remarque que le climat de ce bout de la salle était véritablement le plus chaud, et qu'il ne pouvait convenir qu'à des tempéraments froids comme le sien. Puis, jetant de côté garçon, nappe, robe de satin, etc., il s'installa lui-même à la place qui lui était évidemment marquée par sa destinée. Shirley s'apaisa. Ses traits changèrent, son front crispé et l'inexplicable courbe de sa bouche reprirent leur expression naturelle. Tous les mouvements anguleux à l'aide desquels elle venait de vexer le pauvre Sam Wayne furent calmés comme par un charme. Et cependant, elle ne jeta à Moore aucun regard gracieux. Au contraire, elle l'accusa de lui avoir donné un monde de contrariétés, et lui reprocha d'être cause de la perte qu'elle venait de faire de l'estime de M. Ramsden et de l'inappréciable amitié de M. Samuel Wayne. « Je voudrais pour tout au monde n'avoir offensé ni l'un ni l'autre de ces gentlemen, dit-elle. J'ai toujours eu coutume de les traiter tous deux avec la plus parfaite considération, et aujourd'hui, grâce à vous, comment ont-ils été reçus? Je ne serai pas tranquille que je n'ai réparé cette sottise. Je ne puis être heureuse sans l'amitié de mes voisins. Ainsi, demain, il me faudra faire un pèlerinage au moulin de Royd, caresser le meunier, louer le grain, et le lendemain je devrais aller à De Walden, où je déteste aller, et porter dans mon réticule la moitié d'un gâteau d'avoine pour les chiens d'arrêt favoris de M. Sam. Vous connaissez le plus sûr chemin du cœur de chacun d'eux, je n'en doute pas, dit tranquillement Moore. Il paraissait très content d'avoir enfin trouvé sa place, mais il ne fit aucune belle phrase pour exprimer sa reconnaissance et n'offrit aucune excuse pour le trouble qu'il avait causé. Son flegme lui allait d'ailleurs merveilleusement. Il était si sérieux, si posé, qu'il en paraissait encore plus beau. On aimait à se trouver dans son voisinage, tant le calme de sa personne était communicatif. On n'eût pas pensé, en le voyant là, qu'il était un pauvre homme luttant contre la ruine, assis à côté d'une riche lady. Le calme de l'égalité se peignait sur son visage. Peut-être régnait-il aussi dans son cœur. De temps à autre, à la manière dont il baissait son regard sur Miss Kildare en lui parlant, vous eussiez pu croire qu'il la dominait par sa position autant que par sa taille. Des éclairs presque austères sillonnaient son front et brillaient dans ses yeux. Leur conversation était devenue animée, quoiqu'elle fût contenue dans un diapason inférieur. Elle le pressait de questions. Évidemment, il refusait de donner satisfaction à sa curiosité. Elle chercha une fois son œil avec les siens. On lisait dans leurs douces mais ardentes expressions qu'elle sollicitait des réponses plus catégoriques. Moore sourit agréablement, mais ses lèvres ne se desserrèrent pas. Alors elle parut piquée, il lui tourna le dos, mais en 2 minutes, il rappela son attention. Il semblait lui faire des promesses qu'elle avait l'air d'accepter, comme des confidences.
Il paraît que la chaleur de la salle ne convenait point à Miss Elstone. Elle devint de plus en plus pâle à mesure que le thé s'avançait. Aussitôt que les grâces eurent été récitées, elle quitta la table et se hâta de suivre sa cousine Hortense, qui avec Miss Mann avait déjà cherché le grand air. Robert Moore s'était levé en même temps qu'elle, peut-être avec l'intention de lui parler. Mais il fallait échanger le mot d'adieu avec Miss Kildare en la quittant, et pendant ce temps, Caroline avait disparu. Hortense accueillit son ancienne pupille avec plus de dignité que de chaleur. Elle avait été sérieusement offensée de la conduite de M. Elstone, et avait toujours blâmé Caroline d'obéir trop littéralement à son oncle. « Vous êtes tout à fait une étrangère, dit-elle, pendant que son élève lui prenait les mains qu'elle serrait dans les siennes. Caroline la connaissait trop bien pour se plaindre de sa froideur. Elle laissa passer ce petit accès de délicatesse outrée, bien sûre que sa bonté naturelle ne tarderait pas à prendre le dessus. En effet, Hortense n'eut pas plutôt remarqué le visage et les traits amaigris de sa cousine que son air s'adoucit. L'embrassant sur les 2 joues, Lina lui demanda anxieusement des nouvelles de sa santé. Elle eût probablement été forcée de subir un long interrogatoire, suivi d'une plus longue mercuriale sur ce chapitre, si Miss Mann n'eût détourné l'attention de la questionneuse en la priant de la reconduire à la maison. La pauvre invalide était déjà fatiguée. Sa lassitude la rendait maussade, trop maussade presque, pour parler à Caroline. De plus, les vêtements blancs et l'air joyeux de cette jeune personne déplaisaient à Miss Mann. Sa robe d'étoffe brune et de guingamp gris de tous les jours, et son air mélancolique habituel convenaient plus à la solitaire vieille fille. Elle voulut à peine reconnaître ce soir-là sa jeune amie, et la quitta avec un froid salut. Hortense ayant promis de la reconduire chez elle, elles partirent ensemble. Caroline chercha alors Shirley. Elle aperçut son écharpe aux couleurs de l'arc-en-ciel et sa robe pourpre dans le centre d'une réunion de ladies, toutes d'elles bien connues, mais qu'elle avait l'habitude d'éviter systématiquement toutes les fois qu'elle le pouvait. Plus timide en certains moments que dans d'autres, elle ne se sentait précisément alors nul courage de se joindre à cette compagnie. Elle ne pouvait cependant pas demeurer seule quand tous les autres se réunissaient par paires ou par groupes. Elle s'approcha donc d'une réunion de ses propres écolières, grandes filles, ou plutôt jeunes femmes, qui regardaient quelques centaines de plus jeunes enfants jouer au colin-maillard. Miss Elstone savait que ces jeunes filles l'aimaient, et cependant, elle était timide, même avec elles, en dehors de l'école. Elle ne leur inspirait pas plus de crainte qu'elle n'en ressentait elle-même pour elles. Si elle s'approchait de leur groupe en ce moment, c'était plutôt pour trouver protection en leur compagnie que pour les patronner par sa présence. Par instinct, elles sentirent sa faiblesse, et leur civilité naturelle la leur fit respecter. Son instruction commandait leur estime lorsqu'elle les enseignait. Sa gentillesse attirait leur regard, et parce qu'elle était considérée comme douce et bonne dans l'exercice de ses fonctions, elles oublièrent généreusement son évidente timidité en ce moment, et n'en tirèrent aucun avantage. Toutes paysannes qu'elles fussent, elles avaient trop de sa propre sensibilité anglaise pour se rendre coupables de cette grossière erreur. Elles l'entourèrent poliment et affectueusement, accueillant ses légers sourires et ses efforts pour engager la conversation avec une bienveillance et une civilité qui la mirent aussitôt à son aise. M. Samwine arrivant en grande hâte pour insister, afin que les grandes filles se mêlassent au jeu aussi bien que les jeunes, Caroline demeura encore une fois seule. Elle méditait une tranquille retraite à la maison, lorsque Shirley, remarquant de loin son isolement, s'empressa de la rejoindre. « Montons en haut des champs, » lui dit-elle. « Je sais que vous n'aimez pas les foules, Caroline. »« Mais ce sera vous priver d'un plaisir, Shirley, que de vous enlever à ce beau monde qui vous courtise si assidûment, et auquel vous pouvez, sans art ni effort, vous rendre si agréable. » « Non, pas tout à fait sans effort. Je suis déjà fatiguée de la tâche. C'est un insipide et ingrat exercice que de causer et de rire avec ces bonnes gens de Briarfield. Depuis 10 minutes, je cherche à découvrir votre blanc costume. J'ai plaisir à observer ce que j'aime au milieu de la foule et à les comparer avec les autres. Je vous ai comparé. Vous ne ressemblez à aucune de celles qui sont ici, Lina. Il y a aussi de plus jolis visages que le vôtre. Vous n'êtes pas, par exemple, une beauté comme Harriet Sykes.
À côté d'elle, votre personne paraît presque insignifiante. Mais vous avez l'air agréable. Vous avez l'air réfléchi, ce que j'appelle intéressant. Ah, Shirley, vous me flattez. Je ne m'étonne pas que vos écolières vous aiment. Vous plaisantez, Shirley. Parlons d'autre chose. Nous allons parler de Moore, alors, et nous allons le surveiller, je le vois en ce moment. Où ? Et en faisant cette question, Caroline ne regardait point à travers les champs, mais dans les yeux de Miss Kildare, comme elle avait l'habitude de faire toutes les fois que Shirley mentionnait un objet qu'elle découvrait au loin. Son amie avait meilleure vue qu'elle, et Caroline semblait penser que le secret de la subtilité d'aigle de son regard pouvait se lire dans l'iris gris sombre de son œil, ou plutôt, peut-être cherchait-elle à se guider par la direction de ces deux vifs et brillants petits globes. « Voilà Moore !» dit Shirley, indiquant un point à travers le vaste champ où un millier d'enfants jouaient, et où un nombre égal de spectateurs adultes se promenaient çà et là. « Là-bas, pouvez-vous ne pas distinguer sa haute stature et son port droit ? Il ressemble, au milieu de la foule qui l'environne, à Eliab parmi les plus humbles bergers, à Saul au milieu d'un conseil de guerre, et c'est bien en effet, si je ne me trompe, un conseil de guerre. » « Et pourquoi cela, Shirley ?» demanda Caroline, dont l'œil avait à la fin saisi l'objet recherché. « Robert parle en ce moment à mon oncle, et ils se donnent une poignée de main. Ils sont donc réconciliés ? Et non sans de bonnes raisons, soyez-en sûrs, ils font cause commune contre l'ennemi commun. Et pourquoi pensez-vous que messieurs Wine, Sykes, Armitage et Ramsden se pressent en cercle autour d'eux ? Et pourquoi font-ils signe à Malone de les joindre ? Quand on appelle celui-là, croyez-le, c'est qu'on a besoin d'un bras vigoureux. » Shirley, en regardant, devint agitée. Son œil lançait des éclairs. « Ils n'ont pas voulu se fier à moi, dit-elle. C'est toujours ainsi, lorsqu'arrive le moment. » De quoi s'agit-il donc ? Eh, ne le sentez-vous pas ? Il y a quelque mystère en jeu. On attend quelque événement. Des préparatifs se font, j'en suis certaine. Je l'ai vu dans la contenance de Moore ce soir. Il était animé, et cependant dur. Dur pour vous, Shirley ? Oui, pour moi. Il est souvent dur pour moi. Il nous arrive rarement de converser tête à tête, mais il m'a fait souvent sentir que le fond de son caractère n'est pas d'édredon. Cependant, il paraissait vous parler avec douceur ? Assurément. Ton très aimable et manière charmante, et cependant l'homme est péremptoire et réservé. Sa réserve m'agace. Oui, Robert est réservé. Et il a à peine le droit de l'être avec moi, d'autant moins qu'il a commencé par me donner sa confiance. N'ayant rien fait pour perdre cette confiance, elle ne devrait pas m'être retirée. Il pense sans doute, je suppose, que je n'ai pas l'âme assez vigoureuse pour qu'il puisse se fier à moi dans une crise. Il craint probablement de vous causer de l'inquiétude. Précaution inutile. Ma nature est élastique et ne se laisse pas facilement déprimer. Il devrait savoir cela, mais cet homme est fier. Il a ses défauts, quoi que vous puissiez dire, Lina. Remarquez combien ce groupe est animé. Il ne se doute pas que nous les observons. Avec de la vigilance, Shirley, nous pourrons peut-être trouver le fil de leur secret. Il y aura quelques mouvements inaccoutumés avant peu, demain, cette nuit peut-être. Mais mes yeux et mes oreilles sont grands ouverts. Monsieur Moore, vous serez sous ma surveillance. Vous aussi. Soyez vigilante, Lina. Je le serai. Robert part. Je l'ai vu se retourner. Je crois qu'il nous a aperçus. Les voilà qui se donnent des poignées de main. Oui. Ils se pressent les mains avec chaleur, ajouta Shirley, comme pour ratifier quelque ligue solennelle. Elle vit Robert quitter le groupe, passer à travers une porte et disparaître. « Et il ne nous a pas dit au revoir ?» murmura Caroline. À peine ces mots se furent-ils échappés de ses lèvres qu'elle essaya par un sourire de cacher le désappointement qu'il semblait trahir. Des larmes involontaires vinrent un moment humecter et illuminer ses yeux. « Oh, nous irons bientôt remédier !» s'écria Shirley. « Nous le forcerons de nous dire adieu. »« Le forcer ? Ce n'est pas la même chose, » répondit Caroline. « Ce sera la même chose. »« Mais il est parti. Vous ne pourrez le rejoindre. »« Je connais un chemin plus court que celui qu'il a pris. Nous lui intercepterons le passage. »« Mais Shirley, j'aimerais mieux ne pas y aller. »
Caroline dit cela comme Miss Kildare lui saisissait le bras et l'entraînait en bas des champs. Il était inutile de résister. Rien n'égalait l'obstination de Shirley lorsqu'elle avait un caprice en tête. Caroline se trouva hors de la vue de la foule, presque avant qu'elle pût se rendre compte de ce qu'elle faisait, et fut entraînée dans un passage étroit et ombreux, dont la voûte était formée de hautes épines et le tapis de marguerite. Elle ne fit nulle attention au soleil du soir qui traçait une marqueterie sur le gazon, ni au pur encens qui s'exhalait en ce moment des plantes et des arbres. Elle entendit seulement le guichet qui s'ouvrait à une extrémité du passage et comprit que Robert approchait. Les longues branches d'épines qui se dressaient devant elle formaient une espèce d'écran. Elle le vit avant qu'il ne pût les apercevoir. D'un coup d'œil, Caroline vit que sa joyeuse hilarité était passée. Il l'avait laissée derrière lui dans les champs où les écoliers prenaient leurs ébats. Il ne lui restait plus que son air sombre, calme et préoccupé. Ainsi que l'avait dit Shirley, une certaine rudesse caractérisait son expression, tandis que son œil était animé, mais austère. La fantaisie de Shirley était donc parfaitement hors de saison. S'il avait paru bien disposé, passe encore, mais en ce moment... « Je vous avais dit de ne pas venir, » dit Caroline, avec une certaine amertume à son amie. Elle paraissait réellement troublée. Être ainsi jetée sur le passage de Robert, malgré elle, lorsqu'il ne s'y attendait pas, et qu'évidemment il ne tenait pas à être retardé, la contrariait très vivement. Cela n'ennuyait pas le moins du monde Shirley. Elle s'élança au-devant de son tenancier et lui barrant le chemin. « Vous avez oublié de nous dire adieu, dit-elle. « J'ai oublié de vous dire adieu. Et d'où sortez-vous donc? Êtes-vous des fées? J'en ai laissé deux semblables à vous, l'une vêtue de pourpre et l'autre de blanc, debout sur le haut d'un talus, 4 champs plus loin, il n'y a qu'une minute. Vous nous avez laissés là, et vous nous retrouvez ici. Nous vous avons surveillé, et nous vous surveillerons encore. Vous serez un jour questionnés, mais pas aujourd'hui. À présent, tout ce que vous avez à faire est de nous dire bonsoir et de passer. » Moore regarda de l'une à l'autre, sans changer de contenance. Les jours de fête ont leurs privilèges, ainsi que les jours de péril, dit-il gravement. Allons, ne moralisez pas, dites bonsoir et passez, répondit Shirley. Dois-je vous dire bonsoir, Miss Kildare? Oui, et à Caroline aussi. Il n'y a rien là de nouveau, j'espère. Il vous est arrivé déjà de nous dire bonsoir à toutes deux. Il prit sa main, la tint dans l'une des siennes et la couvrit avec l'autre. Il abaissa son regard sur elle gravement, avec bienveillance, mais avec autorité. L'héritière ne pouvait faire de cet homme son sujet. Dans la manière dont il regardait ce charmant visage, il n'y avait aucune servilité, à peine de l'hommage, mais il y avait de l'intérêt, de l'affection, rehaussé par un autre sentiment, quelque chose dans le ton dont il lui parlait, aussi bien que dans les expressions dont il se servait, disait que ce sentiment était la gratitude. Votre débiteur vous souhaite une bonne nuit, puissiez-vous reposer tranquillement et sûrement jusqu'au matin. Et vous, monsieur Moore, qu'allez-vous faire? Que disiez-vous à Elstone, avec lequel je vous ai vu échanger des poignées de main? Que faisaient tous ces gentlemen autour de vous? Mettez pour une fois de côté la réserve, soyez franc avec moi. Qui pourrait vous résister? Je serai franc. Demain, s'il y a quelque chose à relater, vous l'entendrez. Parlez maintenant, insista Shirley. Ne remettez pas à demain. Mais je ne pourrais vous dire que la moitié d'une histoire, et mon temps est limité. Je n'ai pas un moment à perdre. Plus tard, je ferai amende honorable de ce délai par ma franchise. Mais vous rentrez à Hollow? Oui. Pour n'en plus sortir cette nuit? Certainement. À présent, adieu à toutes deux. Il eût certainement voulu prendre la main de Caroline pour la joindre dans les siennes à celle de Shirley, mais elle ne se trouvait point à sa portée. Caroline s'était éloignée de quelques pas. Sa réponse à l'adieu de Moore fut seulement une légère inclinaison de tête et un tendre et sérieux sourire. Il ne chercha pas de plus cordial témoignage, il répéta de nouveau adieu et les quitta. « Voilà, c'est fini, » dit Shirley lorsqu'il fut parti. « Nous l'avons obligé de nous dire bonsoir, et n'avons rien perdu dans son estime, je pense, Carrie. »« Je l'espère, » répondit brièvement Caroline.
Vous me paraissez bien timide et bien peu démonstrative, dit Mesquildar. Pourquoi n'avez-vous pas donné votre main à Moore lorsqu'il vous a offert la sienne? Il est votre cousin, vous l'aimez. Avez-vous honte de lui laisser apercevoir votre affection? Il en aperçoit tout ce qui peut l'intéresser. Il est inutile de faire étalage de sentiments. Vous êtes laconique. Vous seriez stoïque si vous le pouviez. Est-ce qu'à vos yeux, l'amour serait un crime, Caroline? L'amour? Un crime? Non, Shirley, l'amour est une vertu divine. Mais pourquoi amener de force ce mot dans la conversation? Il est singulièrement déplacé. Bien, dit Shirley. Les deux jeunes filles parcoururent le verdoyant passage en silence. Caroline, la première, reprit. Chercher les attentions d'un homme, lui faire des avances, est un crime. Mais l'amour? L'ange le plus pur ne devrait point en rougir. Et lorsque je vois ou que j'entends homme ou femme associer une idée de honte à l'amour, je déclare leur intelligence grossière, leur association dégradée. Nombre de ladies et de gentlemen qui se croient raffinés et aux lèvres desquels est continuellement suspendu le mot vulgarité ne peuvent mentionner l'amour sans trahir leur naturelle et imbécile dégradation. Dans leur esprit, c'est un sentiment bas qu'ils ne rattachent qu'à des idées d'abjection. Vous décrivez ainsi les trois quarts du monde, Caroline. Ils sont froids, ils sont lâches, ils sont stupides sur ce sujet, Shirley. Ils n'ont jamais aimé. Ils n'ont jamais été aimés. Vous avez raison, Lina. Et dans leur profonde ignorance, ils blasphèment contre ce feu divin, ravis par un séraphin à un divin autel. Ils le confondent avec l'étincelle qui monte de l'enfer. Le soudain et joyeux carillon des cloches mit fin au dialogue en rappelant tout le monde à l'église. Bonjour et bienvenue dans cet avant-dernier vlog lecture de Shirley pour le premier tome. Parce qu'il va rester deux chapitres à lire sur le tome 1 et on aura on aura lu la moitié, plus de la moitié du livre. Et donc pour les derniers, le tome suivant sera un petit peu plus court. Il y a 2 chapitres de moins à la louche, ou 20 pages, je sais plus. Donc ça fait un vlog lecture en gros. Pour rassurer ceux qui ont écouté et qui ont trouvé ces 2 chapitres un petit peu longués, j'ai regardé très rapidement ce qui se passait, j'ai pas regardé ce qui se passait réellement sur les 2 prochains chapitres, j'ai juste préparé un découpage parce que, en gros, comme le chapitre est un petit peu long, que je trouve ça long de lire 30-40 minutes d'affilée, je le découpe un peu, je tronçonne, et ce qui fait que j'ai lu quelques petits mots-clés. Je ne vous dirai pas ces petits mots-clés, de quoi ça parle exactement, mais il y a de l'action. Et il y a de l'action. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Tout ça pour vous dire que oui, c'était un peu long. Donc qu'est-ce qu'on a eu? On a eu... Alors j'aime beaucoup le petit duo entre Shirley et Caroline parce que on s'est rendu compte que... Voilà, donc déjà, il y a la Pentecôte. Alors, il y a certainement des subtilités que j'ai pas forcément compris entre les différentes... je dirais pas factions. L'église en Angleterre, j'y comprends pas grand-chose. Et déjà que l'église chez nous, j'y comprends pas grand-chose non plus. J'ai pas un intérêt fou pour le sujet, je vous avouerai. Tout ce que j'ai compris, c'est que en gros, il y a des nouvelles églises qui se développent, les adventistes, il me semble, il y a autre chose encore, qui se développent, et les fameux recteurs, vicaires et compagnie, ils sont pas du tout contents et pas du tout d'accord avec eux. Et là, j'ai vraiment cru qu'ils allaient tous les foutre dans le fossé. Je trouvais que le vocabulaire était assez drôle. Le côté très martial, justement, entre la musique, les cuivres et compagnie, ça fait très marche militaire, etc. Shirley, qui est le capitaine Kildare, etc. C'était quand même assez marrant. Et d'autant plus que il me semble bien qu'ils doivent fêter plus ou moins la même chose, c'est la Pentecôte. Bon, alors là aussi, la Pentecôte, comme tout le monde, je pense que je profite des fériés quand ils sont là. Je crois que la Pentecôte, c'est le férié qu'on doit donner à la Sécu maintenant en travaillant. Quand vous êtes quand vous êtes salarié. Je sais pas ce qu'il en est pour les autres, mais j'ai ce souvenir-là.
Et je me souviens plus en fait ce que c'est cette fête, pour tout vous avouer. C'est... Je sais plus à quoi, enfin je sais plus ce que c'est. C'est un truc qui est lié à Jésus, donc soit il meurt ou il monte au paradis ou il redescend, je sais plus exactement. Mais bref, enfin le chapitre justement sur l'espèce de marche, l'organisation du truc, comment justement la présence de Shirley modifie les habitudes de Caroline, parce que Caroline, normalement, quand il y a des grands rassemblements comme ça, elle est tellement timide, elle reste dans sa chambre, ou alors elle va s'isoler et tout ça. Et là, en fait, le fait que Shirley lui donne en quelque sorte de l'assurance, ou peut-être que Caroline va un petit peu la capter, ou sans faire exprès, franchement, mais va un petit peu l'imiter. J'ai l'impression qu'on est un petit peu là-dedans avec Caroline. Et je trouve ça intéressant de voir que Caroline, qui est un peu plus jeune aussi, il me semble qu'elle a 18 ans, 17-18 ans, qu'elle prend un petit peu qu'elle ouvre un peu ses ailes et tout ça. Enfin, bref, j'aime bien ce petit duo, ma foi. Mais Caroline, elle fait encore des choses. Non, Shirley fait des choses que Caroline va trouver osées. Comme là, courir un peu à travers champs, si j'ai bien compris. Bon, elles n'ont pas couru, je pense pas, mais rattraper Robert pour lui demander de lui dire, de leur dire au revoir. C'est hyper gonflé en fait. Le gars il est parti, hein, c'est juste ça. Mais je pense que Shirley a très bien compris que Caroline. Je sais pas si Shirley a compris que Caroline était amoureuse de Robert. Elle a peut-être juste compris que c'était sa cousine et qu'elle était qu'elle était affectée par leur séparation, le fait qu'ils aient plus le droit de se fréquenter et que elle a beaucoup d'affection pour lui. Je sais pas si Shirley a compris que Caroline était amoureuse. Par contre, je trouve que Robert il est pas cool parce que je sais pas exactement si l'affection que Robert il a pour Caroline c'est une affection de cousin à cousine, cousin euh, cousin à cousine, d'autant plus que Robert il est plus âgé. Caroline a fait un peu petite chose fragile à protéger. Donc est-ce que cette affection relève de ça, de un homme mûr et expérimenté qui a quelqu'un qui fait partie de sa famille qui est plus jeune et plus naïf et plus vulnérable? On a, on a tous tendance à vouloir protéger certaines personnes dans notre entourage. C'est peut-être ça. J'ai l'impression que Charlotte Brontë, elle est en train de peindre un peu un fantasme chez Robert, qui est un peu inaccessible, qui est charmant, et là, il est en train de draguer à mort Shirley. Et ça, c'est pas cool du tout pour Caroline. Je sais pas s'il a compris que Caroline était amoureuse de lui. Parce que si c'est le cas, c'est encore plus vache. Mais peut-être qu'il est en train de se dire, oh, ça va, elle est jeune, c'est une petite fille, quoi. Enfin, une petite ado, quoi. Ça n'existait pas l'adolescence à l'époque, mais oui, c'est un concept qui n'existait pas. Mais je crois que c'est un concept qui a à peine 100 ans, hein. Mais peut-être qu'il se dit tout simplement, enfin, en gros, c'est une gamine, quoi. Et lui, il a besoin de Shirley. Enfin, il a besoin, pas de Shirley, il a besoin de fric. Shirley en a. Et en plus, elle est pas moche, elle est pas idiote, elle a de l'esprit, elle a une sacrée gouaille. Euh, Elle est reconnue maintenant. J'ai l'impression en fait que le fait d'avoir lancé on dit pas patronage, je dis peut-être une bêtise. Enfin, le fait de s'être lancé dans la charité, ce qui est très bien, ma foi, euh, ça lui a donné une espèce de légitimité dans le comté, dans le Yorkshire, à Shirley. Ce qui fait que plus ça va, plus Shirley devient intéressante pour Robert. Mais on voit quand même qu'il a une grande affection pour Caroline. Et du coup, je pense que Caroline, elle est complètement perdue là-dedans. Et Shirley, je sais pas. On me posait la question, c'était Céline qui me posait la question, mais pourquoi tu veux absolument que Shirley, elle se marie, elle est très bien toute seule. Bah oui, mais c'était comme ça dans le temps aussi. Donc j'ai pas forcément... Mais je pense que c'est un type de personnage
très... comment dire, très enthousiaste, très sûr de lui, tout ça. Je trouve que c'est un type de personnage qui est vachement intéressant. Mais Caroline l'est tout autant, hein. Caroline, évidemment, elle est beaucoup plus discrète. Mais Shirley, je trouve que c'est un personnage qui est très intéressant. Et je pense que, moi qui ai une petite tendance à shipper un peu tout le monde, donc shipper, c'est dire, tiens, tel personnage avec tel personnage, ils iraient bien ensemble. Euh, je pense sincèrement que Robert, il irait bien avec chacune d'entre elles. Je pense que avec Shirley, il aurait plus de difficultés parce que elle va pas se laisser faire. En gros, s'il dit des conneries ou s'il la traite mal ou un truc comme ça, je suis pas sûre qu'il soit là-dedans, mais Shirley va pas se les faire, va pas se laisser faire. Mais Caroline, par contre, si elle tombe sur un époux qui est un gros con et qui la domine, Caroline, elle va complètement s'effacer. Parce que Caroline, je pense elle a pas de quoi se défendre. Donc voilà. Alors d'après vous, qu'est-ce qui va se passer là? Parce que, en gros, Shirley avait l'air de dire qu'il se passait quelque chose. Parce que Robert, il a serré la pince à Monsieur Elstone alors qu'ils étaient plus du tout copains. Parce que quand même, l'oncle de Caroline lui avait interdit de voir Robert et Hortense. Les retrouvailles avec Hortense, elles sont pas ouf, hein. Elle est froide, cette bonne femme. Je la trouve triste, quoi. Enfin, je trouve que c'est des retrouvailles qui sont tristes, et c'est d'autant plus triste que Caroline, elle s'en contente. Mais là, on a plusieurs personnes qui se sont croisées, que des hommes, qui ont l'air d'avoir convenu de quelque chose et de s'être serré la pince. Donc, je sais pas. Est-ce qu'ils vont vouloir aller péter la gueule de ceux qui ont des nouvelles églises là qui existent et qui ont peut-être qui commencent peut-être à avoir de l'influence? Est-ce que c'était encore des périodes où il y avait plus ou moins des guerres de religion? Plus ou moins. Pas une guerre ouverte, je dirais plus une espèce de persécution. Est-ce que c'est... Parce que au niveau foreshadowing, là, on a quand même dit que depuis que Shirley a commencé à distribuer son argent, ça se calme un peu au niveau des pauvres, quoi. Ils sont plus soulagés, donc ils sont moins à réclamer de choses, et je trouve que c'est intéressant. Mais est-ce que tout ça va pas voler en éclats? En tout cas, Robert, je trouve que c'est un fantasme du 19e siècle sur pattes. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas, mais je trouve qu'il a du charme. Je suis peut-être assez vieux jeu, ma foi. Mais c'est vrai que je trouve qu'il a du charme. Et alors, je ne peux que comparer Robert à les œuvres des Sœurs Bonté. Des Sœurs Bonté, je connais Heathcliff, qui aurait pu être un personnage sympathique. C'est un personnage qui est réussi, hein. J'ai pas dit le contraire. Je pense que tous les personnages de Emily Brontë sont réussis. Mais Heathcliff, c'est quand même un gars qui aurait pu être quelqu'un de bien, qui a subi beaucoup, et qui a choisi d'être quelqu'un de mauvais. Donc pas très fréquentable. Mais euh, on a Monsieur Forrester aussi, dans Jane Eyre. Forrester, comment le dire? Forrester, j'ai le souvenir que... Alors je crois que c'est Charlotte Brontë aussi, il me semble bien. Et j'ai le souvenir que c'est un gros forceur. Enfin, un gros forceur. Ça va être que dans les paroles. Enfin, il va pas essayer de non plus de... Il va pas essayer de coincer Jane Eyre dans un coin, mais j'ai le souvenir d'une conversation où ils devaient être tous les deux, où Jane Eyre, c'est la gouvernante de sa fille elle doit avoir 6-8 ans, un truc comme ça, et Jane Eyre est peut-être pas encore au courant que la femme de Forrester, qui est folle, j'utilise les mots de l'époque, est enfermée dans le grenier, avec une femme qui s'en occupe un peu 24 heures sur 24, parce elle est démente en fait, ou elle est délirante ou démente, elle est dangereuse. Et je pense que Forrester, il était un peu dans le type, bah il l'a pas mis en hospice. Je suis désolée, je suis en train de vous spoiler le génère, hein. Qu'il la garde, mais quelque part, c'est très lourd pour lui aussi.
Et peut-être qu'il a envie d'avoir une nouvelle histoire d'amour, peut-être qu'il a envie d'affection, peut-être que le quotidien est très lourd et qu'il a besoin de souffler. Et je me souviens d'une conversation où on a une Jane Austen qui reste professionnelle et lui qui la drague à mort en face. Pas forcément... il va pas être vulgaire, si vous voulez. Il est pas enfin, il reste quand même à sa place je pense que c'était un noble quand même, mais il reste à sa place de personne de la haute société. Mais il est... ouais, la conversation dépasse le cadre professionnel, commence à partir très sévèrement dans le cadre privé. Jane Eyre, elle sait plus quoi en fiche, elle n'arrive pas à sortir du truc. Et je crois avoir le souvenir que Forrester, il avait un peu picolé aussi. Mais vraiment un peu l'image de l'homme malheureux qui est un peu bu, quoi, pour oublier, parce qu'il a pas une vie qui est facile. Hein. Et bref. Robert a l'air quand même plus sain. Forrester, je dis pas qu'il est pas sain, c'est que je pense sa vie quotidienne, elle est tellement difficile qu'il en devient un peu malsain. Robert est pas là-dedans, je pense pas. Mais Robert, je pense qu'il est en train, très sérieusement dans sa petite tête, de se dire elle est quand même vachement bien, Shirley, outre le fait d'avoir de l'argent. Parce que c'est le cas. Parce que Shirley, elle est... il y a de la bonté, c'est une bonne amie, elle a un sacré caractère, euh, elle est intéressante. Et elle a de l'argent, que Caroline n'a pas. Et dont Robert a besoin. Donc on est toujours dans le même truc. Mais donc, je sais pas ce qui va se passer avec ces fameux gentlemen. Est-ce qu'ils vont aller péter la gueule de l'autre église? Est-ce qu'ils vont essayer de aller casser un peu du pauvre parce que bon, ça va bien un moment d'aller casser des métiers à tisser et d'empêcher les entreprises de prospérer? Je sais pas. Après, Robert, moi je comprends toujours le côté très pragmatique de j'ai plus les moyens, enfin, ce que je fabrique ne se vend pas. J'ai plus les moyens de payer tous mes salaires. Les métiers à tisser, ça va coûter moins cher que les salaires. Donc, bah tant pis. Au revoir les salariés. Je pensais que mon chat était là, mais non. Il est parti dans son petit panier là-bas. Donc, je sais pas ce qui peut se passer. Mais le seul truc que je vous prédis, c'est qu'il y aura de l'action. Peut-être du danger. Je m'arrête là. Je ne sais pas ce qu'il y aura comme vidéo mercredi parce que j'ai été un peu en retard cette semaine. Et il est possible que cette vidéo-là, qui est censée sortir le dimanche, sorte un petit peu en décalé parce que je voulais sortir ma vidéo du mercredi que j'ai pas fini de scripter. Aujourd'hui, je filme le vendredi 23 janvier. Ma vidéo du mercredi 21 janvier n'est pas sortie parce que j'ai fait tout un speech autour de la romance régence, ses sous-genres et compagnie, la littérature de mœurs et tout ça. Mais je sais pas en gros, j'ai pas scripté la deuxième partie qui concernait la série télé des Chroniques de Bridgerton, donc ce qui est sorti jusqu'à présent. J'ai fait une vidéo, enfin le but de la vidéo c'est un petit peu de se replonger dedans pour patienter la petite semaine qui restera, à peine. Et donc, je sais pas encore comment je vais tout monter. Parce que là j'ai une moitié de vidéo pour la vidéo du mercredi qui va peut-être être décalée, mais j'ai déjà, au jour où je tourne, j'ai déjà, comment dire, j'ai tourné la vidéo du samedi et ça c'est celle du dimanche. Donc je sais pas exactement comment je m'organise, mais ça va être sûrement un petit peu bouclé, enfin un petit peu bousculé par rapport à d'habitude. Donc peut-être que la prochaine vidéo de mercredi va sauter, on verra. C'était un book haul. Peut-être que je le décale. Il a décalé tout le mois de janvier, ce book haul. C'est pas grave. Mais j'aime bien ces petites vidéos book haul là. Ça permet de... Moi que je souffle. Et j'ai du mal à lire parce que comme je suis sur des travaux de correction ou de correction éditoriale ou orthotypographique, donc le fond ou la forme, et ben je trouve que je manque d'attention après pour les lectures loisirs. Donc quelque part ça me manque quand même.
Mais faut bien travailler, parce que hein, c'est pas le tout, moi, mais j'ai ma cuisine et mes salles de bain à refaire. Hein. Allez, je vous souhaite un très bon dimanche ou très bonne journée, quel que soit le jour de sortie de cette vidéo. Et à tout bientôt pour la suite de l'aventure. Salut!